BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandouin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour BFM Crypto, le club. C'est reparti pour l'actu crypto à l'occasion de ce lundi 20 janvier, de cet événement immanquable pour la planète crypto, l'investiture de Donald Trump pour son deuxième mandat. Dans quelques heures, il sera investi 47e président des États-Unis. On va suivre ça avec attention, les mots qu'il va utiliser notamment. On va parler de ses projets pour favoriser les investissements crypto, développer le secteur, voir ce qu'il a derrière la tête aussi. Beaucoup d'annonces depuis son élection en novembre. On va les détailler dans un instant avec Pauline Armandet qui est avec moi, journaliste BFM Business, spécialiste des cryptos. Et puis on va voir ce qui peut advenir concrètement de ces annonces avec mes deux invités. Louis Tellier, journaliste crypto chez The Big Whale. Bonjour Louis, Sandra, ravi de vous bonjour à tous. retrouver dans le club. Et Jérémy Lebescon, editorial manager chez CoinShares. Bonjour Jérémy, Sandra. merci beaucoup d'être là pour cette reprise 2025. On attend avec impatience, on l'a dit, le discours d'investiture de Donald Trump. Les paris sont lancés pour savoir combien de fois il va prononcer ce mot crypto ou bitcoin et savoir quel effet ça va avoir sur le cours du bitcoin. On le voit là actuellement, il est à 107 880 $. Il a dépassé les 109 000, c'était dans la matinée. En tout cas, ça pourrait faire grimper les cours et on va voir ça. Avant de commencer, avant de reparler de ces dernières annonces et de ce qu'il nous a promis depuis son élection, Pauline Armandet, on va voir ça avec vous. Déjà, ces deux petits événements, ces dernières infos du week-end, finalement une cérémonie d'investiture qui a commencé très tôt dans le week-end, vendredi soir, avec un crypto-bal. Je trouve ça génial, un crypto-bal. Et il a invité évidemment tous les professionnels du secteur. Enfin, il a invité, est-ce qu'on peut appeler réellement ça, Louis Tellier? Ah oui, il a invité. Il fallait payer. En fait, très cher. Effectivement, il fallait payer, mais ce qui est quand même nouveau, c'est qu'il y a un crypto-bal. On peut dire ça, un crypto-bal à la Oui, Maison Blanche. Pour le crypto-président. Exactement, un crypto-président, un bitcoin-président, enfin voilà, crypto, tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait peut-être pas imaginé ça, en fait, il y a 2 ans, à l'époque. Donc, on était en plein dans le mandat de Joe Biden. Et à l'époque, donc, on dit déjà à l'époque, parce que dans l'écosystème crypto, tout va très vite maintenant, dans le monde aussi, tout va très vite. Il y a 2 ans, en fait, on n'aurait jamais imaginé les cryptos à la Maison Blanche. Ouais. Là, les cryptos sont vraiment sur le devant de la scène, sont promus par Donald Trump qui a tendu la main au secteur alors que ce secteur-là avait été délaissé, vraiment limite, bon, certains évoquent le mot persécuté réglementairement par l'administration Joe Biden, avec en tête Gary Gensler, donc, qui était le patron de la SEC, la Securities Exchange Commission, qui est l'équivalent du gendarme boursier américain. Donc effectivement, il fallait payer, certes, mais voilà, il y a un bal crypto, pas un bal financier, c'est un bal crypto. Il y avait effectivement, en fait, pas tout le monde, mais par exemple, il y avait Michael Saylor qui ne cesse d'acheter du Bitcoin avec son entreprise MicroStrategy, et on voit le succès notamment qui se reflète dans l'action de MicroStrategy. Donc c'est quand même, même s'il fallait payer, comme vous l'avez souligné, c'est quand même une énorme nouveauté à la Maison Blanche et pour les États-Unis. C'est intéressant de savoir et de se demander, évidemment, avec cette cérémonie d'investiture et ce focus sur les cryptos depuis plusieurs semaines, c'est finalement pour qui il fait ça, Donald Trump. En tout cas, il fait sous le patronage ce crypto ball de David Sachs, qui sera son conseiller en intelligence artificielle, Jérémy. Pour qui il fait ça? Il fait ça parce qu'il y a aussi une demande à un renouvellement des électeurs aux États-Unis. Il faut le savoir. Il y a de plus en plus d'électeurs américains qui détiennent des crypto-monnaies. Et c'était entre 15 et 20% selon les diverses estimations avant les élections. Je crois que depuis ce week-end, ils sont encore plus nombreux. On verra pourquoi. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un potentiel électoral qui est très clair sur le papier. Les électeurs ont tendance aussi à voter pour leur portefeuille. Donc, quoi qu'il en soit, il s'avère que là, on va être sous un mandat de dérégulation du marché des nouvelles technologies, les cryptos incluses, qui devraient profiter au cours des diverses crypto-monnaies. Le Bitcoin à proprement parler, aussi la crypto-monnaie Trump, comme on l'a vu ce week-end, et j'imagine qu'on va en parler. Évidemment. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il le fait. Je pense pas qu'il. Voilà, moi je l'ai déjà dit sur ce plateau. Je ne sais pas s'il y a une véritable conviction de la part de Donald Trump. On sait que c'est un opportuniste. Bon, après, il aurait tort de s'en priver. C'est pas le seul politique qui est opportuniste. Et en l'occurrence, il y a un véritable potentiel électoral derrière, donc il en profite. Conviction électorale, c'en est une finalement. Et puis on pourra se demander tout à l'heure si Sarah Knafo fait pas exactement la même chose en Europe, cette députée européenne qui s'est dit pro-crypto. C'est une des seules en Europe, mais finalement, après tout, ses motivations seraient certainement à peu près les mêmes que Trump. Ça n'étonnerait personne. On va y revenir tout à l'heure. Avant ça, il y a aussi effectivement ces lancements de
meme coin, le Trump coin, oui. samedi, et juste après, le Melania. Ouais. Ça a complètement flambé dans le week-end. C'est déjà un succès finalement, Louis. Alors c'est déjà un succès, oui, non, on va voir en fait si si le cours en fait se maintient sur le long terme. Ouais. Effectivement, vous l'avez souligné, ça a atteint donc une fully diluted market cap qui de plusieurs dizaines de milliards, je crois à 7 ou 8 milliards de capitalisation aussi. C'est énorme pour le lancement de ce qu'on appelle un meme coin. Traditionnellement, un meme coin, c'est une crypto en fait qui est à l'origine une espèce de blague. Donc les plus connus, c'est le Shiba Inu ou le Dogecoin à l'effigie donc de chiens très connus sur Internet. Oui, c'est ça, c'est adossé à une personnalité en fait. Exactement. Alors une personnalité ou effectivement un mème. Et là, en l'occurrence, c'est Donald Trump. Après, il y a eu donc le Melania. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est ce fameux ce qu'on appelle rotator en crypto. C'est que vous avez le mème de Donald Trump. Donc les gens investissent dans le mème de Donald Trump et en fait, ils voient le Melania. Ils vendent le profit et ils investissent dans le Melania. Bon bref, voilà, c'est les petits jeux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en penser ce qu'on veut philosophiquement, éthiquement. C'est quand même, ça pose énormément de questions de voir un président des États-Unis quand même lancer un mème. Comme ça, il faut quand même savoir que ça, sous Gary Gensler et sous Joe Biden, on pouvait être passible de poursuite. Ouais, donc c'est quasiment illégal. Alors, on ne sait pas ce qui est l'illégalité aujourd'hui, en fait, avec l'arrivée de Donald Trump. Il va falloir changer finalement de vision de ce monde, Louis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, si vous voulez, quand on lance un meme coin, c'est un peu une espèce de célébration. On en pense qu'on veut éthiquement, mais c'est en fait, il adopte les codes de la crypto. Exactement. Et certains estiment que ces codes-là, pour le meilleur et pour le pire, en fait, vont être les codes de la finance de demain ou d'une partie de la finance de demain. Une nouvelle fois, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même intéressant de voir que ok, peut-être qu'il n'a pas de conviction, mais en tout cas, il est bien conseillé et son équipe sait faire. Le monde de la crypto, le secteur des cryptos, vous l'avez dit, a été un petit peu partagé sur le lancement du Trump et du Melania derrière. Mais enfin, l'éthique, c'est Trump qui en décide. Oui, c'est Trump qui en décide visiblement. Alors moi, je partage totalement l'avis. J'ai écrit dessus aujourd'hui et je sais exactement, presque mot pour mot, ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'il y a des véritables questions politiques, réglementaires, éthiques et morales qui se posent derrière le lancement de ce meme coin qui est détenu à 80% par l'équipe de Donald Trump, donc il faut quand même se méfier. On peut pas du tout recommander à des investisseurs de spéculer autour de ce token. Néanmoins, voilà, ça ouvre plusieurs discussions, notamment sur le fait que, à partir du moment où le 47e président américain lance une crypto-monnaie dans ce style, alors que pendant des années, la SEC a poursuivi des entreprises qui ont voulu en faire de même dans des cadres un peu plus d'ailleurs formalisés, ont été poursuivis par cette commission américaine. Aujourd'hui, ça laisse penser que beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises auront le champ libre. Ça laisse penser aussi que dès demain, on va arriver à une sorte de tokenisation de l'ensemble des commodités et personnalités incluses, talents inclus. Ça pourrait même tout simplement se lancer dans le champ de la recherche. Enfin bref, il y a des champs d'application qui sont énormes. Donc les conditions de lancement sont surprenantes, d'autant plus d'un point de vue européen. Néanmoins, ça ouvre la porte à un nouveau paradigme, visiblement. Exactement. C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre un petit peu ces comportements-là quand on vient d'Europe, mais effectivement, ça va dans le sens de Donald Trump. Là, ici, on va y revenir justement parce que l'écosystème crypto attend beaucoup de cette nouvelle administration américaine. Pauline Armandé, Donald Trump a promis de faire de grandes choses avec ce secteur autrefois cible justement du régulateur boursier américain. Trump qui entend devenir le président le plus crypto de l'histoire. Peut-être qu'on peut revenir sur les différents projets qui ont été proposés depuis le mois de novembre, Pauline. Alors effectivement, il y en a beaucoup. Déjà, l'un des projets phares peut-être de Donald Trump, c'est de créer une véritable clarté réglementaire pour l'industrie crypto. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que si on prend le cas de l'Europe, aujourd'hui, il y a une réglementation, la réglementation MiCA, qui permet de vraiment encadrer le secteur crypto et puis ça peut rassurer aussi les investisseurs qui se sentent mieux protégés. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de régulation. Et c'est vrai que ce flou réglementaire, ça a emmené différents régulateurs boursiers
notamment la SEC, eh bien, a attaqué le secteur crypto de la même manière que le secteur financier traditionnel. Ouais. Si on prend un exemple, notamment un des sujets sensibles qui opposait la SEC et les cryptos, c'était de savoir si les crypto-monnaies peuvent être considérées comme un titre financier ou non, qui tombe donc sous la réglementation de la SEC. Et ça, c'est vrai que c'est difficile d'appliquer ce cas de figure aux crypto-monnaies parce que c'est un secteur qui est jeune, il n'a même pas 16 ans d'existence, et donc il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits de l'industrie à la SEC. Et c'est dans ce cadre notamment que la nouvelle administration Trump va demander plus de clarté réglementaire, de définir de nouvelles règles pour encadrer le secteur. Ça pourrait prendre la forme d'un décret présidentiel, mais en tout cas, ça éviterait tout ce flou réglementaire qui existe à l'heure actuelle. Les décrets présidentiels qui sont attendus dans les heures qui viennent. Il a dit qu'il en signerait 100 sur les 100 premières heures. Effectivement, ça va peut-être concerner en premier lieu les cryptos. Ce qui est intéressant quand on parle de la SEC, c'est que justement, là, on a complètement changé de regard sur cette autorité finalement, et ils vont se pencher, cette administration va se pencher sur les procès en cours de la SEC contre de nombreux acteurs crypto. Ces acteurs, ils les attendent, justement, ces actions. Effectivement, c'est assez intéressant. La nouvelle administration Trump pourrait décider de suspendre ou d'annuler certains procès de la SEC contre des acteurs crypto. Il faut rappeler donc que ce flou réglementaire qui existait jusqu'à présent, ça avait fait que la SEC a engagé de nombreux procès, 80 procès sous l'ère Jay Clayton, donc qui était le président de la SEC de 2017 à 2020, plus de 100 procès sous l'ère Gary Gensler, donc de 2021 à aujourd'hui, il quitte son poste aujourd'hui. Il y a eu des procès emblématiques, le procès notamment contre le géant Binance ou encore contre Ripple. Et donc, c'est vrai que ce serait intéressant de voir dans quelle mesure ces procès sont annulés ou non. En tout cas, Gary Gensler quitte son poste aujourd'hui. Il va être remplacé par un avocat qui est pro-crypto, qui est Paul Atkins, qui a été nommé par Donald Trump. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la SEC va devenir plus gentille, plus clémente à l'égard de l'écosystème des crypto-monnaies, parce que les cas de fraude, ils devront continuer à être évidemment sanctionnés. Par contre, pour la qualification juridique des crypto-monnaies ou d'autres domaines qui s'appliquent à cet écosystème, il pourrait y avoir plus de clémence et de clarté pour l'industrie et donc favoriser son essor. Et puis, il va y avoir spécifiquement une volonté de se pencher sur le Bitcoin, Pauline, précisément. Oui. Alors ça aussi, c'est un autre projet emblématique de Donald Trump, c'est celui de créer une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Aujourd'hui, en fait, il y a deux dossiers en cours. À la fois l'un porté par Donald Trump, qui consisterait donc à créer cette réserve sur la base même des bitcoins qui sont détenus par les États-Unis, puisqu'en fait, c'est des bitcoins qui ont été saisis dans le cadre d'affaires. Il y en a un peu plus de 200 000 à l'heure actuelle, ce qui fait que les États-Unis, c'est un peu le premier pays détenteur de bitcoins au monde. Donc il y a ce projet qui est porté par Donald Trump et il y en a un en parallèle qui est porté par une sénatrice américaine, Cynthia Lummis, qui elle veut plus proposer de l'achat de Bitcoin. L'idée, ça serait d'acheter environ 200 000 Bitcoins par an pour arriver à 1 million de Bitcoins détenus par les États-Unis. Et donc là, voilà, c'est une autre logique, plus de l'achat de Bitcoin que de la conservation de Bitcoin. On va revenir évidemment sur toutes ces promesses, évidemment avec tous les deux. On va quand même se poser cette question générale, Pauline, pour terminer. Les chances concrètes d'aboutissement de ces différentes promesses de Donald Trump, est-ce qu'elles sont grandes ? Alors il y a Bloomberg qui a récemment publié un article qui expliquait que le président pourrait émettre un décret qui ferait des crypto-monnaies une priorité nationale. On verra si c'est le cas, notamment aujourd'hui ou dans les jours à venir. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment des espoirs et des craintes sur l'introduction de ces différentes mesures. Les espoirs, ils s'expliquent du fait que Donald Trump s'entoure vraiment de personnalités crypto aujourd'hui. Paul Atkins à la tête de la SEC, David Sachs effectivement à la tête d'un en tant que conseiller IA et crypto-monnaies à la Maison-Blanche. Donald Trump veut aussi créer un comité consultatif sur les crypto-monnaies avec des patrons de l'industrie. Donc vraiment l'idée c'est de continuer cette relation entre l'industrie crypto et le gouvernement, en tout cas d'entamer cette véritable relation par rapport à Joe Biden.
En revanche, il y a quand même des craintes, selon certains experts. La réglementation, ça pourrait être compliqué de la mettre en place d'ici les prochaines semaines ou prochains mois à venir, parce que c'est quand même assez complexe à mettre en place. Et même annuler des procès, le fait qu'il y ait une mainmise politique présidentielle sur les procès crypto en cours, c'est sans précédent. Donc, ça peut faire tomber beaucoup de barrières, finalement, on l'a dit tout à l'heure, déjà des barrières d'éthique, des barrières juridiques, Louis. Oui, effectivement, des barrières juridiques. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui nous fait dire que Donald Trump va quand même essayer, en tout cas l'administration Trump va essayer de tenir ses promesses, c'est qu'effectivement, comme l'a mentionné Pauline, il y a beaucoup de nominations. Enfin, on sort complètement c'est un autre univers. C'est-à-dire qu'on passe de la crypto, c'est rien du tout, à aujourd'hui, c'est une priorité nationale. Donc effectivement, Donald Trump a enchaîné les déclarations avec des superlatifs partout. Bon, c'est très trumpien comme manière de parler. Mais par exemple, il y a son nouveau secrétaire d'État au commerce qui s'appelle Howard Lutnick, qui est le CEO de Cantor Fitzgerald. En fait, Cantor Fitzgerald, c'est l'entreprise qui donne accès, c'est très important, qui donne accès aux obligations d'État américaines à l'entreprise Tether. Et Tether, c'est le plus gros émetteur de stablecoin du marché. Et en fait, Tether est une entreprise très décriée qui, on ne sait toujours pas si elle était sous surveillance accrue de l'administration ou des autorités américaines. Et en fait, là, Howard Lutnick devient secrétaire d'État au commerce. C'est-à-dire qu'on voit arriver dans le gouvernement, dans l'administration Trump, quelqu'un en plus qui est ouvertement pro-Bitcoin depuis plusieurs années maintenant. Donc vous avez certaines quand même nominations comme Paul Atkins. Paul Atkins, et pas forcément, évidemment, il aime la crypto, mais il n'est pas forcément pro-crypto, c'est-à-dire qu'il est pro-business. Et en fait, avoir quelqu'un de pro-business comme ça permettrait en fait d'avoir enfin, comme l'a mentionné Pauline, une réglementation qui est adaptée au développement du secteur. Ce que réclament depuis longtemps les personnalités du secteur américain les plus crédibles, j'ai envie de dire, c'est une réglementation adapté. C'est-à-dire qu'ils ne réclament pas des passe-droits dans tous les sens, ils réclament vraiment, un petit peu comme on a eu en fait en Europe, une réglementation qui est spécialement adaptée pour le développement du secteur. Exactement. Et comme d'habitude, l'Europe a régulé avant de se pencher sur le secteur, avant de le développer. Est-ce que les États-Unis pourraient éventuellement se doter d'une réglementation qui partirait de MiCA, de notre MiCA européen, et d'en faire quelque chose d'encore plus performant avec leur secteur plus développé? Jérémy, vous ne le voyez pas comme ça? Non, alors moi je ne le vois pas du tout comme ça, mais en l'occurrence c'est juste un avis personnel, une analyse purement personnelle. Il faut rappeler que la réglementation européenne MiCA vient d'une réglementation française, la loi Pacte en premier lieu. Donc voilà, c'est plutôt une adaptation du régime français qui avait été pionnier en l'état. En l'occurrence, et à mon sens, et je dis pas que la réglementation MiCA est malheureuse, au contraire, elle était nécessaire pour justement réglementer le secteur au niveau européen, même si elle fait aussi du tort à certaines entreprises localement. Bon, ça sera un autre débat. En l'occurrence, à mon avis, elle est trop restrictive par rapport à la philosophie Trump et trumpiste et des acteurs américains. Faut savoir que même si on a tendance à faire l'amalgame avec sur le secteur des crypto-monnaies, les patrons des crypto-monnaies, etc., c'est quand même beaucoup plus divers qu'on ne le dit et qu'on ne le pense. Tout le monde ne partage pas les mêmes intérêts, tout le monde n'a pas non plus la même philosophie. On a mentionné tout à l'heure, Pauline l'a fait, le projet de loi de Cynthia Lummis d'acheter du Bitcoin. Il faut savoir que parmi même les Bitcoiners, voilà, il y a des libertariens. Les libertariens sont par nature contre l'impôt déjà, et alors encore plus contre le fait de passer par l'impôt pour acheter du Bitcoin. En l'occurrence pour Donald Trump, il a malgré tout, malgré ses conseillers, malgré les donateurs, Brad Garlinghouse qui est le fondateur de Ripple, qui a sa propre crypto-monnaie, le XRP. Il y a Brian Armstrong qui lui est plus proche de l'écosystème Ethereum, j'ai envie de dire, en tant que fondateur de Coinbase. Donc voilà, il y a des intérêts qui sont très, très divergents, et je pense qu'il y aura une réglementation qui sera claire dans le fait qu'elle sera souple, très souple, mais en l'occurrence beaucoup moins restrictive qu'elle ne l'est en Europe. Je voulais revenir sur cette constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin dont vous avez parlé, Pauline. Joe Biden avait promis qu'il se débarrasserait de Bitcoin juste avant de partir, des petits bâtons dans les roues de Donald Trump. Est-ce qu'il a fini par le faire ou finalement pas du tout? Est-ce qu'on le sait, ça? Ils ont vendu, mais pas l'ensemble des bitcoins américains, mais ils ont vendu une certaine somme qui était quand même relativement en fait, conséquente. Dans les ventes, effectivement, ils ont vendu donc quelques milliards. D'ailleurs, ça a provoqué, on va dire, une baisse sur le marché, mais ils ont pas tout vendu. Et alors, il y a autre chose aussi, c'est vrai, la question comment on constitue cette réserve stratégique. Oui. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a des moyens de conservation, il y a des processus. Vous voyez notamment avec les ETF de BlackRock, on sait conserver. Voilà, il y a des processus
très strictes. Et en fait, comme on aurait une réserve stratégique en or ou en pétrole, en fait, on aurait une réserve stratégique de Bitcoin. Donc ça. Mais effectivement, comment est-ce qu'on fait pour constituer cette réserve? Parce que imaginez dans un contexte de déficit qui pose question, même pour les États-Unis, imaginez que vous allez mobiliser de l'argent public pour acheter du Bitcoin. Comme Jérémy l'a dit, il y a 15 à 20% des Américains effectivement qui possèdent des cryptos, mais aujourd'hui, la priorité des Américains, c'est pas la crypto, c'est comment je boucle les fins de mois. Donc, c'est une révolution industrielle financière dans un premier temps qui est en cours. Après, on verra si ça se propage à l'ensemble d'Internet et dans les moyens d'interaction. Oui. Mais aujourd'hui, la crypto n'est pas encore dans tous les foyers. Voilà, vous n'utilisez pas la crypto comme vous utilisez votre compte bancaire ou vous envoyez de l'argent, j'ai envie de dire, traditionnel. Donc, la question de la constitution de la réserve de Bitcoin va être un gros sujet. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Et imaginez qu'on mobilise de l'argent public et que le Bitcoin, par exemple, crache juste après. Oui, effectivement. Ce qui est un risque que certains pays ont pris. Qui le ferait? C'est pas la Réserve fédérale, ce serait plutôt le Trésor. Alors la Fed, pour le moment, n'a pas le mandat pour le faire. Il faut quand même le dire. Jérôme Powell l'a bien souligné. Oui, exactement. Oui, c'est débarrassé du bébé. Rappelé. Donc encore une fois, les modalités pour le faire, que ce soit le Trésor, que ce soit une autre agence constituée. Voilà, ça reste à définir. Parmi les possibilités, en revanche, comme Louis le soulignait tout à l'heure, la question, Cynthia Lemis l'a proposé, ce serait peut-être de vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Mais là, en l'occurrence, c'est pareil. Ça nécessiterait énormément de discussions à travers les différentes institutions. Pour le moment, c'est pas réglé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et il y a encore beaucoup de modalités d'application à définir. Beaucoup d'attentes, beaucoup de décisions à prendre. Et c'est vrai qu'on va observer les premiers jours de ce deuxième mandat de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Comment vont réagir les cours? On a vu que c'est quand même très instable. Bon, évidemment, il y a de la volatilité, mais on était en dessous des 100 000 avant le week-end. À l'approche de cette cérémonie, on est passé à 109. Qu'est-ce qui peut se passer sur le cours du Bitcoin avec, dans l'attente de ces décisions, si elles mettent un peu trop de temps à arriver, ça peut replonger? Ah ça peut replonger, oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez traditionnel, c'est que vous avez un exemple parfait de la différence entre le marché traditionnel et crypto. Aujourd'hui, les marchés américains sont fermés, donc les marchés traditionnels. Oui. Alors que la crypto ne ferme pas, parce que la crypto, c'est Internet, c'est mondial, c'est 24/24, oui. Ça ne ferme pas. Oui. Vous pouvez acheter quand vous voulez, en passant par différents canaux, mais ce n'est pas fermé. Et alors, traditionnellement, on a un peu une expression en finance qui s'appelle « sell the news », c'est-à-dire que dans l'investiture, des investisseurs essaient donc d'en acheter justement pour faire monter le cours, et en fait, traditionnellement, Donald Trump arrive, tout le monde est euphorique, et hop, beaucoup de gens vendent parce qu'en fait, ils parient sur le fait que des gens vont en acheter, mais comme la baisse va être significative, ils vont pouvoir dégager des profits. Donc, il faut toujours un peu se méfier de l'euphorie, mais globalement, quand même, les analystes prédisent quand même que un bon avenir pour le cours du Bitcoin dans les, je sais pas, jusqu'à cet été au moins, dans les 6 prochains mois. En fait, dans le début, effectivement, de l'administration. On n'imagine pas quand même Donald Trump un revirement complet sur les cryptos. C'est quand même c'est vraiment impossible. On n'imagine pas non plus, mais bon, vous allez dire tout est possible avec notamment son Memecoin, on n'imagine pas non plus son Memecoin complètement aller se péter la figure, j'ai envie de dire. Il en a mis que 200 millions en circulation, il en reste 800 millions. Hein. Exactement. Exactement. Ça fait partie des risques. Tout peut se passer, effectivement, il y a un risque quand même. Ça fait partie des risques, mais on n'imagine pas quand même que ce soit ce qu'on appelle une arnaque géante. Donc ce sera intéressant de voir en fait ce qu'ils vont faire de ce Memecoin, parce que les Memecoins qui réussissent, en fait, ce sont des Memecoins de communauté. C'est-à-dire que le Dogecoin, par exemple, aujourd'hui, ou le Shiba Inu sont encore là. Il y a des gens qui en détiennent, ça prend de la valeur, ça en perd, mais et vous pouvez aussi en faire des produits dérivés. Oui. Il y a certains Memecoins qui vont avoir, par exemple, leur dessin animé, ils travaillent dessus, ou leurs produits dérivés. Donc, ça va être intéressant de voir comment Donald Trump va s'en servir. Et comme on l'a souligné en début d'émission, en revanche, ce qui est très intéressant d'observer, au-delà de l'éthique et de l'aspect financier, c'est le changement complet d'air et de philosophie auquel on est en train d'assister. Jérémy ? Pour rebondir, il est clair qu'aujourd'hui le marché est plutôt attentiste par rapport à ce que Donald Trump va faire. Mais après, il faut simplement rappeler qu'il n'y a pas de dépendance à Donald Trump et notamment au marché américain. Le Bitcoin existait avant Donald Trump, bien avant. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'autorisation des ETF sur le marché américain. Donald Trump n'était pas encore le président élu. On parlait à peine de lui pour le retour. Et voilà, les ETF, il y a eu un afflux record
d'argent sur les ETF Bitcoin. Sur le monde entier, on a vu la Russie faire des déclarations de plus en plus pro-Bitcoin. On voit également le Japon qui se pose des questions, le Brésil, etc. Donc il y a un mouvement mondial qui est plutôt partisan de s'emparer, en tout cas d'embrasser cette technologie, cet actif et l'ensemble des crypto-monnaies. Donc quoi qu'il en soit, il faut peut-être s'attendre à de la volatilité à très court terme parce qu'il y a des effets d'annonce et des attentes qui sont considérables. Néanmoins, notre conviction en tout cas, c'est que Bitcoin est là pour durer. Il est là depuis 16 ans et vis-à-vis par rapport aux politiques monétaires actuelles, elle ne fera probablement que monter à moyen et à long terme. Ce qui est décisif, en tout cas pour le cours du Bitcoin et globalement pour les cryptos, parce que quand Bitcoin monte, le reste monte également. En fait, c'est le jour où Donald Trump dira, ou en tout cas qu'on aura la garantie juridique, la garantie politique que la réserve stratégique sera créée, Bitcoin rentrera dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que si les États-Unis, la première puissance mondiale, se dote d'une réserve stratégique de Bitcoin, le monde entier va chercher à en avoir aussi. C'est quasiment, c'est certain, quasiment certain. Et là, on changera vraiment d'air vis-à-vis de Bitcoin. Donc là, les États-Unis sont très importants. Les chiffres de détention sont encore assez bas. Hein. Vous disiez tout à l'heure entre 15 et 20% des Américains. On est c'est quand même énorme. C'est conséquent. C'est beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a encore une très grande marge de progression. Très très vite pour terminer, il nous reste 1 minute 30. Quelles sont les personnes qui vont compter dans cet univers Bitcoin mais crypto de façon plus générale autour de Donald Trump? Il y a évidemment la tech qui s'est rassemblée et qui l'entoure pour cette cérémonie d'investiture. Quelles sont les personnalités qui vont compter, Louis? Par exemple, il y aura Howard Lutnick. Ça, on l'a dit. C'est pas rien. Le secrétariat d'État au commerce, c'est vraiment quand même pas rien. Il y a un autre acteur, effectivement, alors il faudra voir quelle relation il entretient avec Donald Trump, c'est Michael Saylor, parce que Michael Saylor fait un pari, un all-in sur Bitcoin, comme on dit dans le jargon. Donc, ces deux personnages sont importants. Et il y en a un autre qui reste quand même assez... qui essaie de bien se placer, c'est Brian Armstrong. Brian Armstrong, c'est un petit peu l'équivalent pour la crypto de BlackRock, en fait. Si vous voulez, Coinbase, c'est une des plus grosses plateformes d'échange. Et en fait, depuis 12 ans, Coinbase existe depuis 12 ans, ils ont toujours mis la régulation au centre de leurs préoccupations, ce qui parfois leur a fait perdre des parts de marché. Donc, ce sera très intéressant de voir comment Brian Armstrong se place par rapport au jeu, effectivement, d'influence qu'a mentionné Jérémy plus tôt. Jérémy ? J'irai un peu plus en coulisses parce qu'il finalement est très peu visible à part dans son podcast et sur son blog. C'est Marc Andreessen qui est le cofondateur d'Andreessen Horowitz, un des plus gros fonds d'investissement mondial, un des personnages de la tech aux côtés de Peter Thiel, etc. et qui, comme on le dit, murmure à l'oreille de Donald Trump constamment à Mar-a-Lago en Floride. Et voilà, c'est un partisan de la dérégulation, un pro-tech absolu. Alors voilà, il n'a jamais fait de déclaration très pro-Bitcoin. Néanmoins, par rapport à la philosophie Bitcoin ou à l'éthos du Bitcoin et par rapport à ses propres convictions, c'est pour moi le plus important. Voilà pour ce tour d'horizon, cette journée d'investiture, longue journée pour Donald Trump. Il y aura 3 soirées, rien que ce soir et puis après, ce soir heure française et après la signature des décrets par dizaines, on l'a dit. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, messieurs. Louis Tellier, journaliste crypto chez The Big Whale, et Jérémy Lebescon, responsable éditorial chez CoinShares. Merci à tous les deux. Merci. À très bientôt. Merci, Sandra. Dans BFM Crypto, le club, on est ravis de vous retrouver. Merci Pauline, vous serez là évidemment en plateau avec moi très souvent. Bon, très bien, confirmation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle l'édition spéciale à partir de 18h sur BFM Business consacrée à cette cérémonie d'investiture et je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer. C'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.